Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 22 août 2020, le numéro 34. C'est directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn. Notre invité cette semaine, M. Bragy Belovac, auteur ésotériste, directement de France via Skype, l'auteur du livre La calèche sur le chemin. Et 1 heure est réservée aux abonnés du club créé dans la salle 2009 pour le mois de septembre 2020. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant qui accompagne toujours les Vidéorandia et dont le lien est ici disponible juste en bas, premier commentaire. La version audio MP3 par Jean-François Poulain. À la régie, Spirale, de son vrai nom, Geneviève. Bonne écoute. Nous voici en voyage, en France, du Québec. On a quelqu'un qui est un invité cette semaine, de France, en direct via Skype. Évidemment, il faut il faut pas être confiné, mais il faut être aussi distancié. Alors, la distanciation, là, va faire qu'on est à peu près à 2000 km, pas 2 mètres, 2000 km. Alors, il s'agit de M. Bragy, qui est en France. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Richard. Ben oui, alors mon drapeau derrière, c'est le drapeau du Québec. Tiens. Ah, bon, on va être obligé de couper, du coup. Bon, c'est l'arrivée des... Je suis désolé. Il n'y a pas de quoi. Oui, bon. Tu vas me faire un bisou, on va y aller. Je suis désolé. Ah, il n'y a pas de quoi, c'est parfait, c'est merveilleux. En fait, ils sont revenus de... On était invités, donc je suis revenu plus tôt et c'est voilà, c'est le deuxième. Oui. Tu me fais un bisou? Allez. Papa, il va à D'accord, ça marche. Toutes mes excuses. Allez, on recommence. Ah ouais, non, moi je conserve ça. Je conserve ça. Bragy, je le conserve. C'est comme toi, t'aimais les criquets qu'on entendait dans mon émission la semaine dernière, autour du feu de camp. Oui. Les grillons. Du hasard à la connaissance sur les niveaux de conscience, où on expliquait qu'il y avait un nombre de lois précis pour chacun des niveaux de conscience. Ben, cette semaine, c'est la petite qui est arrivée comme ça. C'est bien, c'est beau. Ben, bon, après... Bragy, là, on a la preuve vraiment que vous vivez en famille. Vous avez 3 enfants? C'est ce que j'explique effectivement donc dans mon livre, c'est ce que je mets en introduction. C'est-à-dire que moi de mon côté, je me suis pas laissé manger par cette attirance pour l'inexpliqué, le paranormal. On peut se perdre très vite si on n'a pas de base solide. Et voilà, bah là c'est l'exemple concret. Moi je suis quelqu'un qui est complètement intégré dans ma vie avec un travail, des enfants. Une femme, voilà, on est en couple depuis très longtemps, maintenant ça fait 20 ans. Voilà, et en parallèle, effectivement, je trouve ce temps pour faire mes recherches, voilà, au début tout seul, et puis ensuite, au fil de l'eau, une fois que les bases sont posées, que les bases sont solides, on va à la rencontre d'autres chercheurs, ce qui m'a permis dans un deuxième temps de partir sur le terrain. Voilà, donc première partie de vie, on va dire, début de recherche à l'adolescence, et puis vraiment le côté sérieux de la recherche à partir de 20 ans, où là j'ai commencé par Allan Kardec, le spiritisme, qui était intéressant pour moi parce que je viens d'une famille issue de la ruralité, avec des bases très terre à terre, et il me fallait du concret, et le spiritisme m'apportait ça. C'est-à-dire que je pouvais tester, et ça peut faire peur aux gens, mais je pouvais tester par expérimentation la réalité des éléments qui m'étaient donnés dans les œuvres d'Allan Kardec, qui est le monsieur qui a cadré le spiritisme, qui est un Français aussi, qui vient de Lyon, voilà, qui était un pédagogue en plus, donc qui avait lui-même une base très cartésienne aussi. Donc voilà, donc ça, des bases concrètes à ce niveau-là, donc le spiritisme au début avec pas mal d'expérimentation, et j'ai toujours eu de la chance, ça s'est toujours bien passé, mais je pense que quand on est chercheur sincère, on a cette protection qui est là, j'en suis persuadé, la foi et la volonté de le faire pour comprendre dans quoi on vit, qu'est-ce qu'il y a derrière le théâtre de nos vies. Je pense que c'est la meilleure des protections.
la sincérité. Dans un deuxième temps, j'ai choisi une deuxième spécialisation dans ces recherches qui est aussi une spécialisation concrète, c'est la radiesthésie. La radiesthésie, on a un objet dans la main, on touche les choses, on va chercher des choses concrètes, on cherche du résultat. Et c'est par ces deux leviers que j'ai commencé mon aventure sur ce chemin de cette espèce d'auto-initiation en fin de compte à l'inexpliqué. Et ça m'a permis au fur et à mesure d'accepter l'invisible. Voilà, puisque de base, enfant de petit-fils d'agriculteur, voilà, j'étais quelqu'un de très cartésien, donc, mais avec cette envie de comprendre comment était fait le monde derrière le monde. Voilà, donc deux grandes spécialités à ce niveau-là, où aujourd'hui je commence à me faire un petit nom sur la partie radiesthésie et émission duoforme. Voilà, j'ai eu des échanges avec des gens comme moi qui cherchent et j'expérimente. Voilà, je lis mais j'expérimente aussi. Et donc deuxième partie de parcours, on va dire autour de 35 ans, je me suis ouvert aux autres. Voilà, j'ai pris le temps d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens comme moi. Et je suis rentré dans une association, alors en France c'est ce qu'on appelle une association loi 1901, donc c'est une association qui ne doit pas faire de bénéfices. Voilà, donc qui est reconnue par l'État parce qu'on demande effectivement à être enregistré auprès des services de l'État comme étant une association avec un but précis. Voilà, donc le but nous c'était d'aller effectivement sur le terrain et d'enquêter sur les phénomènes inexpliqués chez les gens. Donc on a fait ça pendant 3 ans. Et là j'ai pu expérimenter, mettre en parallèle mon savoir, mon expérimentation et les cas concrets de terrain. Et de fil en aiguille, j'ai pu me bâtir une vision, je pense, assez cohérente et holistique des phénomènes inexpliqués. Et suite à cette expérience-là, j'ai décidé de coucher sur le papier 20 ans de recherche sur le phénomène, et ce qui donne aujourd'hui mon livre qui s'appelle La calèche sur le chemin, pour une vision holistique des phénomènes inexpliqués, dans lequel j'essaye d'apporter une vision cohérente et globale de tous ces phénomènes inexpliqués, pour les faire sortir du ridicule dans lesquels on les traîne, voilà, dans les médias classiques et dans le grand public. Mon but, c'est effectivement de pousser cette vision que j'ai, de l'amener la plus loin possible pour la faire connaître et faire comprendre aux gens que le monde dans lequel on vit, cette société de consommation dans laquelle on vit, c'est une société qui est à bout de souffle et les gens le sentent, surtout avec le Covid-19, on s'est retrouvés un peu isolés, on a pu faire tous un peu le bilan de nos vies chez nous enfermés. On a besoin d'un plus, on a besoin de réponses, de se sentir vivant, et le métro boulot dodo, moi, ne me va pas, même si aujourd'hui c'est ce que je fais, j'ai cette vie-là, mais à côté j'ai fait l'effort de rechercher, de prendre du temps, voilà. Donc à la fin, à la fois être papa, mari, salarié, et puis un chercheur de l'inexpliqué, modestement. Votre vie publique, c'est dans quel domaine? Alors moi je travaille comme informaticien, je suis développeur informatique dans une société qui fait des logiciels pour les comptables et pour la profession agricole, parce que de base je suis ingénieur en agriculture, et donc de fil en aiguille, voilà, j'ai trouvé ce poste qui m'intéressait effectivement fortement, et donc oui, j'ai cette base agricole, de formation agricole. Effectivement, dans mes recherches en occultisme, c'est très important pour moi parce que j'écoute beaucoup les messages de la nature, entre guillemets. Je fais beaucoup de corrélations entre ce qu'on peut voir dans la nature et ce qu'on peut retenir dans le spirituel, en fin de compte. Et il y a énormément d'images et de leçons à apprendre de la nature. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'en parle. C'est comme ça notamment que je parle de la matière. Qu'est-ce que la matière?
Et donc, et je pars sur des exemples très 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 concrets de biologistes, d'agriculteurs ou de techniciens en agriculture qui ont trouvé comme ça des messages, qui ont trouvé des faits qui peuvent faire réfléchir l'occultiste. Voilà, celui qui cherche à comprendre ce qu'il y a derrière la matière, derrière la réalité qui nous entoure. Ça nous fait tout un éventail de sujets. En commençant par Kardec, on sait le livre des médiums, le livre des esprits, c'était vraiment le monde de la communication avec l'au-delà. Est-ce que vous avez pratiqué des contacts avec des défunts? Oui. Oui, tout à fait. Ce qui me plaisait dans l'Allan Kardec, c'est que il vivait dans une époque qui est un petit peu les fondements de ce que je suis moi, c'est-à-dire le cartésien, le chercheur cartésien dans une époque où on découvrait l'électricité, on découvrait toute cette ère industrielle. Voilà, on était dans l'euphorie un peu de la découverte. On était curieux de tout, mais on essayait de comprendre en cadrant les choses. Et le travail d'Allan Kardec de cadrer le phénomène spirit, moi me parlait bien. Ces bouquins ont été mes livres de chevet pendant une bonne dizaine d'années, avant de passer à quelque chose de plus complexe après, j'en parlerai plus tard. Mais oui, j'ai expérimenté. Je pouvais pas me contenter uniquement de lire ces livres et de prendre ça pour argent comptant. Ça, c'est quelque chose que je refuse. Pour moi, il faut lire, il faut essayer de comprendre ce que la personne a essayé de transmettre, mais derrière, il faut pratiquer. Du coup, c'est ce que j'ai expliqué. Vous avez comme ça, là, des expériences de contact avec des défunts. Oui, alors j'ai expérimenté ça d'abord. Je suis pas là pour essayer de vous piéger du tout. J'ai vécu moi-même le même cheminement au départ. Est-ce que pour le spiritisme, vous avez utilisé la table Ouija ou d'autres méthodes? Non, j'ai utilisé, alors ça s'en rapprochait, hein, parce que c'était en fin de compte des lettres qui étaient mises en cercle avec un verre, hein, donc on était sur le Ouija. Hein, ça, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. On l'a expérimenté à plusieurs, hein, et on a eu des résultats très rapidement parce qu'on avait la chance d'avoir une vraie spirit dans le groupe qui gérait le phénomène. Enfin, quand on avait une véritable pile du phénomène, donc effectivement on a d'abord pu communiquer avec des défunts que l'on connaissait, donc on a eu un retour de gens avec qui on avait échangé dans la vie physique, qui nous ont envoyé des très beaux messages d'ailleurs. En dehors des messages, est-ce que vous avez eu des preuves? C'est-à-dire que des beaux messages d'amour, aimez-vous les uns les autres, n'importe qui peut divaguer puis envoyer des beaux messages. Elle me dit qu'elle est bien où elle est, etc. Ça n'apporte rien. Est-ce que vous avez eu des preuves objectives à double aveugle? Alors la preuve la plus objective que j'ai eue, qui m'a vraiment marqué, c'est la fois où on a donc communiqué avec le grand-père d'une des personnes présentes dans l'assemblée. Et ce grand-père, cette dame ne l'avait pas connu en fait. Il est décédé. Elle était petite. Elle devait avoir 1 an ou 2. Hein. Et ce qui était intéressant, c'est que le défunt en question a employé un terme familier, un petit nom. Alors c'était le petit nom, c'était Mon Petit Pompon. Donc nous on a écouté ça. Enfin on l'a lu. Donc ok. Et on a pu vérifier auprès de gens qui avaient connu la personne, donc des parents proches, si c'était, on leur a demandé est-ce que ça vous parle ce terme, et effectivement ça a tilté. Les gens ont dit c'était comme ça que le grand-père appelait ses petits enfants, et ça on le savait pas, personne autour de la table ne le savait. Non. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est double aveugle. Ah oui, c'était très très fort, parce qu'on s'est dit là, on peut pas imaginer que c'est la personne qui tient le verre, qui met les mots en place, qui rentre dans un voilà, on pourrait très bien imaginer que c'est son subconscient qui travaille. Ouais. Et pas du tout. Là il y a une plus-value qui est apportée que on pouvait pas mener nous, et on a pu le vérifier après. Ouais. Ça m'a poussé dans ce sens-là. Ouais. Est-ce que vous avez donc profité de ces expertises pour après ça entrer dans un processus, j'allais dire rentable, pas financièrement, mais rentable dans le sens d'aller chercher beaucoup d'informations
qui peuvent être très utiles pour quelqu'un qui se nourrit mal et qui risque d'avoir un cancer s'il continue. L'autre, il y a telle chose qui se prépare dans sa vie parce que il y a des gens qui, dans son dos, lui préparent lui planter le couteau dans le dos pour la trahison. Est-ce que vous avez eu des usages de ce spiritisme qui nous permet d'être avec des êtres qui sont complètement libres du temps et de l'espace et qui peuvent aller voir et vérifier des choses? Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ça? Et pourquoi vous l'avez quitté? Et pourquoi vous l'avez quitté? Pas dans ce premier temps. Dans ce premier temps, non. Dans un second temps, oui, parce qu'on a été en contact avec un organisme qui s'appelle l'IFRES, qui est sûrement, vous connaissez sûrement en France. Non, je connais rien en France. Hein. Je suis pas un Français. D'accord. Et donc, vous nous parlez au Québec pour la première fois, et c'est très rare que je reçois des Français qui nous parlent de cet aspect des choses. C'est comme retourner au Moyen-Âge pour plusieurs. C'est fait sorcier, ça fait... Mais non, du tout, c'est très important. D'accord. On a un Québécois qui a travaillé sur le domaine du spiritisme, et il a appelé ça, lui, la psychologie. Au lieu de parler de spiritisme, le domaine psychologie. Il est allé étudier en Allemagne, à Fribourg, et puis il est revenu avec beaucoup d'informations. Il a été professeur à l'université. Il a donné des cours pendant quelques années, reconnu, pour enseigner le spiritisme, imaginez, à l'université de Montréal. Oui. Il faut le faire. Ensuite, il y a quelqu'un ici au Québec qui le fait à l'Université du Québec, à Trois-Rivières. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours le côté, qu'on pourrait dire, pratique, utile, dans le sens d'utile. Vous savez ce que je veux dire par là, là. On n'est pas transporté. Je vois bien. Tu sais, vous avez la calèche, là. On se fait charrier dans une calèche. Vous montez dans le char, dans la calèche, puis là, ben, vous faites apporter par on ne sait pas comment. Qui est le cocher? Avez-vous la maîtrise des chevaux? Ou c'est des chevaux sauvages? C'est ça, vous avez perçu l'image que j'amène sur le livre. Hein. C'est effectivement cette image-là. Hein. Et au Québec, on a une société secrète très, très importante qui s'appelle la Grande Calèche. Et le premier ministre du Québec, le chef, là, comme on pourrait dire en France, le président, là, il faisait partie de la Grande Calèche. Le monde est petit, hein, quand on commence à jouer dans cet univers, les routes se croisent très très souvent. Oui, les symboles se croisent, bien sûr. Ben oui. Alors pour répondre à votre question... Pour répondre à votre question, effectivement, dans un premier temps, c'était dans la première phase de mes recherches, donc effectivement, c'était encore un peu balbutiant. J'essayais déjà de me convaincre que ça pouvait être réel. Et puis c'est pareil, on n'avait pas les locaux. Bon, moi j'étais jeuneau encore, hein, on n'avait pas les locaux pour le faire, le temps. Voilà, on manquait de structure. Mais la deuxième expérience que j'ai eue, c'est-à-dire qu'au début, je suis parti sur effectivement le verre, hein, ou on pourrait appeler le Ouija. Et puis ensuite, j'ai expérimenter l'écriture automatique. Donc là, une expérience beaucoup plus intérieure. Et c'est un phénomène qui s'est presque imposé à moi parce que, en fin de compte, j'étais étudiant à ce moment-là et j'étais en train de réviser mes cours. Donc j'avais un crayon dans la main, je prenais des notes. Et à un moment, la main est partie, quoi. La main est partie toute seule, indépendamment de ma volonté, de manière très douce. Hein. C'était pas quelque chose de violent. J'ai senti qu'il se passait quelque chose et que, naturellement, j'ai posé le crayon sur le papier. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Et effectivement, j'ai eu un très très beau message. Et vous allez rigoler parce que vous avez eu l'image juste avant. Donc un esprit se révèle dans l'écriture avec une écriture qui n'est pas la mienne. Donc très étonnant de prime abord, je n'écris pas avec mon écriture. Et lorsque j'écris, les mots sont d'abord présents dans ma tête. C'est-à-dire que j'entends ce qui va s'écrire sur la feuille, mais je ne maîtrise ni les mots dans ma tête, ni le mouvement de ma main. Donc quelque chose de très perturbant, mais très doux en même temps. Pas d'angoisse, pas de peur. Et l'esprit me dit je suis toujours avec toi. Donc bon, sur le coup je me dis tiens, peut-être un esprit qui me suit, qu'est-ce que c'est? Je lui demande, tu as besoin d'aide, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, je suis ton guide. Je suis ton guide et je fais un papa. Et j'ai trouvé ça, sur le coup je ne comprenais pas. Je dis pourquoi je fais un papa, quoi.
Et aujourd'hui, j'en prends toute la mesure. En fin de compte, j'en prends toute la mesure. On a eu la preuve au début de l'émission. Voilà, c'est ce que je vous dis. Bravo, c'est ce que je vous dis. J'en ai eu la démonstration au fur et à mesure, en fin de compte. Et j'ai compris, alors mon cheminement, après c'est ma vie privée, mais j'ai eu effectivement ce sentiment d'avoir une forte responsabilité à ce niveau-là. Rien que par le fait que quand j'étais petit, j'ai 7 ans d'écart avec mon frère, et donc je suis l'aîné, et je me suis occupé de lui comme si j'étais son papa. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'après, tout ça est revenu après. Et quand j'ai eu cette phrase, je fais un papa, je l'ai compris qu'après. Mais vraiment après, 2, 3, 4, 5 ans après, j'ai commencé à comprendre ça. Et voilà, donc ça, c'était l'expérience avec mon guide qui vient régulièrement lorsque j'en ai besoin. Et elle commence toujours par me réécrire son prénom. C'est-à-dire, c'est une espèce de reconnexion que j'ai avec elle, avec cette écriture qui est complètement différente. Et elle m'amène effectivement des messages en fonction de mes questionnements. Mais c'est quelque chose que je fais très peu parce que je veux rester maître de ma vie et je ne veux pas me raccrocher à ça. C'est un plus, c'est une bénédiction presque, et je n'en abuse pas. Voilà, je veux rester chercheur par moi-même. Je veux pas me laisser guider par je veux pas me raccrocher à ça et en être dépendant. C'est même dangereux. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième partie d'expérience sur le spiritisme. Et la troisième, elle s'est réalisée pendant ma présence au sein de l'association dont je parlais, qui allait sur le terrain. On a pu rencontrer une association qui s'appelle donc l'IFRES, qui est une association loi 1901 aussi, une association française qui s'appelle l'Institut français de recherche et d'expérimentation spirit. Ce sont des gens qui, depuis 30 ans, essayent de mettre en place, de créer un appareil extérieur au médium qui est capable de prendre en photo, de photographier, et même plus tard, l'objectif, c'est d'en faire des vidéos, d'obtenir des vidéos de défunts. Donc je vous conseille d'aller voir le site de l'IFRES, IFRES, et vous allez voir leur travail. Le père Brune, est-ce qu'il en fait partie? Je crois qu'il est décédé, ce monsieur. Oui, il est décédé, mais il en faisait partie. Non, il en faisait pas partie. Je pense pas qu'il y avait de connexion avec eux. Il est venu au Québec plusieurs fois et il a ébranlé beaucoup la société du Québec parce que d'abord c'était un prêtre et puis il faisait justement de la psyphonie, de l'enregistrement de fantômes, là, d'esprits. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour que l'esprit se manifeste, il lui faut un support. L'esprit n'ayant pas de corde vocale et n'ayant plus de corps de densité suffisante pour apparaître, il lui faut un support. Et effectivement, sur l'enregistrement sonore, je sais qu'il faut laisser passer, il faut un son de fond pour que l'esprit vienne s'accrocher à ce son de fond et le fasse fluctuer. Pour le travail de l'IFRES, c'est la même chose. Il lui faut un support. Et eux travaillent avec de l'eau qui est brumisée, donc un brouillard d'eau. Et la caméra prend en photo, je crois que c'est, je saurais plus dire techniquement s'il y a 3 photos par seconde. Enfin, c'est quelque chose d'assez rapide. Et ils arrivent à avoir des visages, même des fois des animaux. Enfin, ils ont vraiment des lettres ou des chiffres. Mais pour ce faire, il faut que une personne soit dans la machine. Parce que l'esprit a besoin de cette connexion avec une identité incarnée. Alors il y a ce phénomène d'égrégore, de forme pensée, et il y a une connexion qui se fait entre le défunt et la personne qui est dans la machine. Et souvent, ce sont les défunts rattachés à la personne qui est dans la machine qui viennent. Alors c'est rigolo. Qu'est-ce que vous entendez par la machine? Il est dans la douche pendant que le... Alors, on est dans une grosse boîte. On est dans une pièce fermée qui doit faire 3 mètres carrés. On est dans le noir le plus complet. Hormis donc une lumière qui vient éclairer le brouillard de vapeur qui est devant l'opérateur. Donc l'opérateur, c'est celui qui est assis sur sa chaise, qui est devant le brouillard. Lui doit rester se concentrer sur le brouillard. Pendant ce temps-là, l'équipe à l'extérieur et l'image sur ce qui se passe et enregistre ces images, donc 3 images à la seconde, je crois. Enfin, faudra revérifier ça. Et à la fin, on analyse ce qui s'est passé. On va vérifier. Alors moi, pour l'anecdote, je suis rentré dans la machine pendant une dizaine de minutes et on est ressorti de ces photos
le nom de mon guide avec l'écriture de mon guide. C'est-à-dire que j'ai eu la première lettre du nom de mon guide. Alors le nom de mon guide, je le donnerai pas parce que j'y tiens, c'est très personnel, mais ça commence par un E. Et à chaque fois qu'elle m'écrivait, le E était écrit avec comme un 3 à l'envers. Et dans les images ressorties par l'IFRES, j'ai ce 3 à l'envers. Très nettement. Et ça, c'était pareil, c'est encore une espèce de vérification, sachant que moi, mon guide se communique à moi par ce symbole, ce 3 à l'envers suivi des lettres de son prénom. Et là, j'avais devant moi la même écriture. Et suivi des lettres, est-ce que toutes les lettres étaient là après ou c'était seulement Non, il y avait que ce 3 à l'envers. Bon, il y avait ce 3 à l'envers. 3, vous l'avez vu sur l'appareil qui prenait la photo? Oui. Et ce 3-là était pris par une photo qui était... Vous étiez derrière la brume et la caméra était de l'autre côté. Non, la caméra est du même sens que moi en fin de compte. Ah, elle est à côté de vous. Elle est au-dessus de moi. Elle est comme à côté de vous, au-dessus de vous. Oui, oui. Okay, parce que oui, tout à fait. c'est sûr que vu de l'extérieur, le 3 devient le E. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Il y a une inversion, oui. Alors ça, c'est à vérifier. C'est à vérifier. Vous avez raison de le soulever. Ouais. Mais effectivement, après, en ressortant de là, la première chose qu'on me demande, c'est est-ce que ça te parle? Alors moi, au début, tout de suite, j'y ai pensé. J'ai laissé les gens de l'IFRES réfléchir entre eux parce que je me dis peut-être qu'ils avaient déjà eu ce signe-là avant et j'allais pas tout de suite y amener mon vécu personnel, y amener mon grain de sel. Donc je les ai laissés discuter entre eux et c'était bien la première fois qu'ils avaient ce symbole, sachant qu'ils ont eu d'autres symboles avant. Ils ont eu d'autres lettres, des chiffres, des additions. Ils avaient eu des additions aussi. C'était assez surprenant. Des caractères inconnus aussi. Voilà, donc moi c'est l'expérience que j'ai eue avec eux et la dernière expérience que j'ai eue avec l'IFRES, donc au niveau du spiritisme, c'est un moment où on est revenu une deuxième fois dans les locaux de l'IFRES. Là, ce n'était pas une séquence d'enregistrement, c'était le médium qui s'appelle Joël Uri, qui lui se met en transe. Donc lui ne contrôle plus rien, on voit, il a les yeux fermés, la tête en arrière, il y a que la main avec le crayon et puis le papier. Et lorsqu'il a écrit, il a noirci le papier, la main tape pour indiquer qu'il faut lui glisser un autre papier dessus pour continuer à écrire. Donc là, ils avaient fait une séance spécialement pour notre association pour qu'on puisse poser des questions. Donc là, je reviens un peu sur les questions que vous m'avez demandé. Est-ce que vous aviez utilisé le spiritisme comme un moyen d'avoir de l'information? C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait avec eux. Utile, j'entends. Pas seulement de l'information philosophique. Oui. Là. C'est le problème. Oui. Ça, on pourra en reparler ensemble. Je pense qu'il y a des moments, certains médiums en fait se branchent plus sur des défunts, mais se branchent un petit peu sur leur subconscient et c'est eux qui partent. Oui, c'est un phénomène que je connais. Donc là, on a eu une expérience qui était assez forte. Donc je lui ai posé la question de savoir ce qu'était la matière et qu'est-ce qui se passait notamment lorsque moi j'avais eu une expérience d'antise. En fait, j'avais généré moi-même par expérimentation une hantise. Donc l'esprit nous a répondu, nous a expliqué qu'effectivement la majorité des cas d'antise ou de phénomènes de maisons hantées ne sont pas liés à des défunts, mais sont liés à... Alors ça c'est moi qui parle en pourcentage, lui il n'avait pas donné de pourcentage, moi je le confirme, on a une majorité, on va dire 85%, 90% des phénomènes qui sont en fait autogénérés par les victimes. Les victimes sont à la fois bourreaux et victimes de ces phénomènes. Et c'est ce qu'il nous avait expliqué. Il nous a expliqué que dans mon cas d'hantise, en fait c'est bien moi qui l'avais généré. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment je me suis pris pour générer une hantise. Voilà, donc il nous l'avait confirmé. Et ensuite, à un moment, il faut imaginer qu'on est dans la pénombre. Je suis avec mon binôme de l'association. Le médium a la tête vers le haut, les yeux fermés, la bouche ouverte. Et il n'y avait personne à côté de nous. Les autres étaient en face de nous, de l'autre côté. On était dans la pénombre et j'ai mon camarade qui me donne un petit coup de coude, qui me montre un petit papier sur lequel il a marqué nous devrions nous focaliser sur la conscience dans nos recherches, donc la conscience humaine en fin de compte. Et à ce moment-là, le médium redemande une feuille, il tape la main tape sur la feuille, la tape pour avoir une nouvelle feuille. Donc la dame à côté reglisse une feuille, et là,
une petite phrase très brève est écrite sur la feuille, et la dame la lit. Et là, elle nous dit « Oui, Patrice, c'est bien sous l'angle de la conscience qu'il faut continuer votre recherche. » Alors là, on s'est regardés tous les deux, et je me suis dit, après coup, quand on a redémarré dans la voiture, je me suis dit, Patrice, il y a une seule solution, enfin, il y a deux solutions. Ou t'es de mèche avec eux, ou alors, c'est la plus belle preuve qu'on ait eue. Parce que là, on était vraiment tous les deux, on était dans l'instant, personne ne pouvait lire ce post-it qui faisait 5 cm sur 5. Oui, mais Bragy, le médium, pouvait avoir fait une télépathie avec un de vous deux. Ah, alors, troisième alternative, oui. Voilà, l'explication effectivement derrière, on a encore cette notion d'égrégore, de forme pensée, pardon. Voilà, oui, effectivement, pourquoi pas. Ouais. Mais ça montre quand même que derrière la réalité matérielle, il y a tout un tas de mécanismes que l'on ne comprend pas encore, enfin pas tout le monde, la majorité ne le comprennent pas, et qui sont là derrière nous et qui des fois nous submergent ou nous dominent. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre pour sortir de cette domination et pour justement éclairer la conscience davantage. Est-ce que vous pratiquez toujours? Moi, ponctuellement, quand j'ai besoin, quand je sens qu'il faut que j'aille contacter mon guide, mais je n'en abuse pas. Je me refuse à le faire pour un oui et pour un non. Oui. Mes recherches, je les fais par d'autres biais parce que je sens que je dois les faire comme ça. De mon côté, de 13 ans à 30 ans, j'ai pratiqué ce genre d'opérations seul, avec d'autres, rarement dans des sociétés organisées. C'était plutôt une organisation ponctuelle qu'on faisait ou qu'on entretenait entre nous. Mais et à 30 ans, j'ai commencé à faire mes émissions publiques d'ésotérisme expérimental en 1976, avant que vous soyez nés. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les semaines, 1 heure de télévision, tout le temps, même l'été. Ouais. Et c'est pour ça que vous me faites revivre les impressions que j'ai eues durant la période d'incubation de 13-14 ans à 30 ans. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais c'est pour ça que je voulais voir, est-ce que vous avez profité de ces expériences? On parle dans un territoire qu'on connaît, là. Je connais aussi beaucoup ce territoire de contact avec des esprits. Et vous êtes à même de savoir que c'est un peu dangereux parfois. Bien sûr, bien sûr. Et il ne faut pas penser que les gens qui nous écoutent, là, ils n'ont qu'à faire ce que vous dites. Là. Faites une brumisation, vous vous asseyez dans la pénombre, dans la toilette, et puis tout d'un coup, il va arriver des choses, puis ça prend... D'ailleurs, c'est pour ça votre livre. Est-ce que je peux le dire? Mais on en profite pour l'annoncer. Votre livre, est-ce qu'on peut se le procurer de manière électronique par Internet? Oui. Moi, j'ai auto-édité mon livre sur Amazon et effectivement, il est aussi au format dématérialisé. Oui. Par Internet. À quelle adresse les gens peuvent se le procurer? Ah ben c'est sur Amazon. Hein. C'est sur Amazon. On fait quoi? Eh ben, on va sur Amazon, on tape le titre du livre, La calèche sur le chemin. Vous tapez Bragy Belovac. Bon, allez pas trop vite là. Je l'écris en bas de l'image, là. La calèche sur le chemin. La calèche sur le chemin, c'est oui, ça. Avec la page couverture de votre livre qu'on peut voir. Oui. Et votre auteur, l'auteur, c'est? Bragy Belovac. Bragy. B-R-A-G-I, plus loin, Belovac. B-E-2-L-O-V-A-Q-U-E. Ça veut dire quoi, Bragy? Belovac, c'est un nom de plume, hein? Oui, c'est ça. C'est un pseudonyme que j'ai pris en 2003. C'est ça. Au moment où j'ai commencé vraiment à partir dans une recherche sérieuse et poussée. Bragy, c'est une divinité nordique. Donc c'est à rattacher avec Odin. Hein, c'est une Ase. Donc Bragy, c'est le dieu de la poésie, parce que je suis amené à faire, je fais aussi un petit peu de poésie. D'ailleurs, dans mon livre, je mets
quelques petites poésies, très peu, hein, mais voilà, pour marquer le coup, parce que c'est dans ma nature. Et puis Belovac, c'est le nom de la tribu gauloise qui habite dans mon secteur, enfin qui vivait dans mon secteur à l'époque gauloise. Voilà, donc les Belovacs, qui étaient le plus grand peuple gaulois qu'a combattu Jules César. Donc c'est parti du nord de la France, qui était à l'époque l'Empire belge en fait. Voilà, moi je suis en Picardie. La Picardie, c'est on va dire au nord de Paris. Moi je suis à 1 heure au nord de Paris. Je suis sur le département le plus proche de Paris. Et la Picardie est aujourd'hui a été renommée aujourd'hui. On appelle ça les Hauts-de-France. Voilà, c'est tout le secteur qui se trouve au nord de Paris jusqu'à Lille, Dunkerque, voilà, jusqu'à la frontière belge. Est-ce que c'est la région des Ch'tis? Alors nous, on est une sous-branche de la région des Ch'tis. Oui, le Picard est une sous-branche du Ch'ti du Nord Pas-de-Calais. Oui, c'est ça. OK, on le voit là, sur la carte, on l'a montré. C'est vers l'est, alors que vers l'ouest, ça va être la Bretagne, ça va être... Normandie, Bretagne, effectivement, à l'ouest, et à l'est, on repart pour faire simple tout au bout, on a l'Alsace, la Lorraine, tout ça, en limite avec l'Allemagne. Hein, quand vous parlez de Lille, je me suis fait dire que c'est un des endroits les plus, je dirais, ésotériques de France. À Lille, il y a beaucoup de sociétés très actives dans le domaine occulte. Alors moi, j'en ai pas eu vent. Vous me l'apprenez. Je sais qu'à une époque, Lyon était un centre très actif. On avait notamment la société secrète du nuage qui a ensuite été rattachée à de nombreux écrivains du 19e siècle, notamment Jules Verne, qui était un initié. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur son parcours pour comprendre certaines choses, et parce que j'ai étudié notamment Amiens. Jules Verne a habité ensuite à Amiens, où on a cette cathédrale gothique Notre-Dame d'Amiens. Mon secteur, c'est le secteur des cathédrales gothiques. Hein. La Picardie, c'est le fief des cathédrales gothiques. Donc j'en ai fait un peu l'étude. Et en lisant les œuvres de Jules Verne, on ne peut que se rendre compte de son initiation. C'est une œuvre avec une œuvre cryptée, hein, l'œuvre de Jules Verne. Hein. Oui, vraiment. Bien sûr, et il a été initié. Bon, il était proche de la franc-maçonnerie écossaise aussi, et donc il aurait fait partie de ce qu'on appelle la société du nuage, société secrète d'écrivains qui était là pour passer l'information occulte au travers des livres. Quand on pense à Jules Verne, on imagine que c'est des livres d'anticipation, beaucoup, et donc. S'il était associé à des groupements ésotériques, spirites et tout le reste, ou même tout simplement de la grande tradition avec un T majuscule, là, il a eu l'occasion de voir dans le futur de l'humanité. Et c'est pour ça que je reviens encore, on est à une époque charnière actuellement. Là. Ce qui est en train de se faire dans le monde, là, on est tous piégés et on est tous mis sur la même vibration planétaire, le fameux coronavirus, bon. Et il y a des forces là, qui sont en jeu terriblement. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Moi, au début, dans mes recherches, j'étais plutôt naïf. Je ne me rendais pas compte éventuellement de la présence de forces noires, mais au fil de l'eau, on se rend compte, quand on étudie l'occultisme plus en profondeur, qu'on a effectivement un mouvement évolutif, mais on a aussi un mouvement involutif. On a effectivement tout un groupement. Alors au niveau des entités, on peut effectivement donner des exemples, mais on a des entités qui font tout pour rester dans la matière, pour rester vivants dans cette matière, et qui sont au fur et à mesure, par le mouvement évolutif classique, repoussés dans l'involution jusqu'à disparaître totalement. Mais ça, on pourra en parler un peu plus tard. C'est l'exemple que je donne sur... alors là, je pense que vos auditeurs sont un peu plus au courant qu'en France. On a ce qu'on appelle les dogmen. Notamment dans le Wisconsin, on a des hotspots par là. Moi, dans mes recherches, la conclusion j'en tire, c'est que c'est... Les dolmens, les pierres levées? Non, les dogmen. Les dogmen, les hommes loups, les hommes chiens. Oui, ok, c'est ça, je voulais être sûr. Dans le Wisconsin.
Oui, non, je confirme ce que je dis. Oui, et en creusant ce sujet, moi, j'en viens à la conclusion que ce sont effectivement des entités en désévolution. Hein. Là, on est sur quelque chose de très noir qui va s'estomper, qui est amené dans le cycle évolutif à disparaître de toute façon. Mais voilà, c'est un phénomène qu'on peut expliquer par l'occultisme. En l'étudiant en profondeur, on se rend compte que beaucoup de phénomènes inexpliqués ont un vrai sens. Et là, je commence à repartir sur mon livre, mais le but ça va nous donner le goût de mon livre, chercher. Voilà, c'est d'expliquer de manière cohérente l'intégralité. Voilà, j'ose l'intégralité des phénomènes inexpliqués. Je veux les faire rentrer dans un canevas logique. Je veux expliquer toutes ces choses saugrenues qu'on en voit là, des ovnis, des fantômes, des Bigfoot, des petits gris, hein, c'est des abductions. Voilà, on a plein de choses, et puis on met ça devant les yeux du commun des mortels qui ne peut que les rejeter, ou alors partir dans une croyance dogmatique profonde et peut-être même dangereuse quelquefois. Et moi, je voulais essayer d'amener une vision cohérente, positive aussi, pour amener les gens à s'intéresser à tout ça. Et pour ce faire, dans mon livre, je me suis pris en six chapitres. Un premier chapitre qui tente d'expliquer comment on fonctionne, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que le couple conscient-subconscient, qu'est-ce qui fait que ce couple existe, pourquoi il existe. Donc, et je donne des exemples très concrets en fait de ma vie de tous les jours, hein, parce que je pense que c'est par les explications terre à terre du quotidien que on peut donner envie aux gens de mieux vivre leur vie en étant conscient réellement de comment on fonctionne. Je donne un exemple très bête. Moi, je suis pratiquant d'arts martiaux depuis que j'ai 14 ans, de karaté. Quand je suis arrivé au karaté, j'étais peureux, le combat me faisait peur, les gestes étaient très compliqués pour moi à réaliser. Dès que je me trouvais face à quelqu'un qui était là pour m'agresser, en fait, pour me faire mal, je perdais mes moyens. En 20 ans, en reproduisant les mêmes gestes, pendant 20 ans, les mêmes gestes, les mêmes comportements, j'ai amené de ma conscience cet automatisme vers mon subconscient. Ce qui m'a permis, lorsque maintenant, 20 ans après, je fais des combats, d'être capable non seulement d'éviter l'attaque de la personne qui veut m'agresser, mais en plus d'envoyer le coup et de gagner, et d'envoyer le coup à la place de l'autre. Comment c'est arrivé ça? C'est presque un miracle. Si on part du point de départ à 14 ans et que j'en arrive à l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne suis plus le même. Qu'est-ce qui a fait que je ne suis plus le même? C'est parce que j'ai répété des situations physiques, émotionnelles et mentales pendant 20 ans. Si bien qu'à un moment, je suis devenu les gestes, je suis devenu cet état d'esprit et j'ai donc évolué. Et ça, c'est un exemple tout bête, mais on peut le ramener à n'importe quelle situation de la vie. Quand on apprend à conduire, c'est pareil. Au début, on peut faire quelques kilomètres. Quand on a son permis, on roule pendant 1 heure et on est cassé. Et aujourd'hui, moi, je suis capable de rouler pendant 8 heures tout en tenant une conversation avec quelqu'un et en faisant attention à mon régime moteur et à faire attention à la circulation qui m'entoure. Par quel miracle j'ai réussi à devenir ce que je suis? Par la répétition. Et c'est le but de l'incarnation ici sur Terre. C'est notre but. Répéter les choses. Répéter les choses. Pour devenir ce que l'on doit apprendre. À la fin, on le devient, on l'est. Et moi, voilà, c'est ce que j'explique dans le premier chapitre. Hein. Celui qui apprend le piano dès l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 35 ans, 48 ans, il est toujours au piano. Ma mère a été Grand Prix d'Europe au piano. Elle a pratiqué toute sa vie jusqu'à son décès, autour de 70 ans. Et c'est comme vous dites, mais n'oubliez pas que le karaté, ça s'appelle aussi un art, dans les arts martiaux. Bien sûr. Comme le piano, c'est un art. Et quand on fait transposer le travail pour que ça devienne un art, comme la poésie, il y a des règles à suivre, et ça s'installe graduellement. Ça prend du temps, on ne fait pas pousser une plante en tirant dessus. Et non, tout à fait. C'est du temps. Et c'est ce dont on a besoin quand on est incarné, c'est du temps. Et donc voilà. Et donc c'est l'exemple que j'en ai tiré. Alors je parle d'autre chose dans ce premier chapitre. J'ai très hâte de lire votre livre. Je vais vous dire, vous me l'avez envoyé par PDF. J'ai très hâte de lire, et après que je l'aurai lu,
je reprends contact avec vous pour aller encore plus loin. Parce que, évidemment, là, j'aurai plein de questions dans les pistes que vous avez suivies. Parce que déjà, à l'âge que vous avez de commettre un livre, comme on dit souvent en littérature, vous l'avez commis assez jeune. Ah oui, bah moi j'ai 40 ans. Hein. Là j'ai 40 ans. Oh, oui, je pense que c'était le moment. C'était le moment. Oui, 40 ans. Mais vous verrez peut-être dans 20 ans, peut-être vous direz, oh, je ne l'aurais pas écrit comme ça maintenant. C'est normal. Sûrement. Ben oui, sûrement. C'est ça. C'est ce que je suis à l'instant T. Oui, effectivement, c'est l'image, c'est une photo de ce que de mes recherches à l'instant T. Effectivement, qui continue à évoluer encore aujourd'hui. Oui. Premier chapitre, ce que j'appelle cerner la conscience, avec un C au début. Cerner la conscience. Et conscience avec un C majuscule aussi. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fin de compte, dans mon livre, en fin de compte, dans le terme chemin, j'ai repris chaque lettre du mot chemin et j'en ai fait effectivement la première lettre de mon chapitre. Donc on a donc sur le premier chapitre le C de chemin pour cerner la conscience. Voilà, donc cerner la conscience et puis ensuite donc je balaye aussi. Le H. Voilà, après j'ai le H pour hisser le voile de la matière. Donc hisser le voile de la matière. Deuxième chapitre, j'ai essayé d'expliquer de mon point de vue et du point de vue des physiciens de pointe et de l'occultisme ce qu'était la matière. Alors pour ce faire, je suis d'abord parti sur les recherches qui ont été faites par des gens qui sont très très cultivés, qui ont pignon sur rue dans leur domaine. J'ai notamment parlé du travail du professeur Itsuru. Celui qui montre que quand on est heureux, on transmet de la paix, on transmet de la joie. Le cristal est merveilleux. Et si on met le mot haine, le mot vengeance, colère, le cristal devient très laid. Oui. Voilà. Mais la mémoire de l'eau, chez vous, vous avez Benveniste qui a travaillé sur la mémoire de l'eau. Oui. Donc c'est ce que j'essaye de prouver donc je montre à mon lecteur en fin de compte qu'il y a déjà des gens qui ont répondu à ça, qui posent les bases d'une matière intelligente, d'une matière qui est là non pas pour être accumulée pour la richesse personnelle de l'ego, mais pour répondre à la conscience de l'observateur. Ouais. On a plein d'exemples comme ça. On a la fente de Jung, l'exemple de la fente de Jung, où on se rend compte que la lumière, le photon, s'adapte à l'observateur. Le photon se comporte comme une onde, et puis quand on cherche à voir comment il fait pour être partout présent à la fois, quel chemin il emprunte, quand on le regarde précisément, qu'un observateur le regarde, le photon choisit uniquement un chemin. Donc il a un changement de comportement. Il devient particule au lieu d'être ondulatoire. Il devient particule, c'est ça. Donc oui, ça c'est la physique quantique, c'est nouveau, ça fait à peine 20 ans qu'on est là-dessus. Là. Exactement. Et quand on parle en sciences occultes, on dit que la matière s'adapte, la matière n'est que vibration. Mais l'occultisme avait des milliers d'années d'avance sur nous. Pourquoi je parle aussi de vibration? La matière est vibration, parce que si on regarde par exemple la cymatique, alors la cymatique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est positionner donc sur une plaque de verre ou une plaque de métal très fine du sable et de faire vibrer cette plaque avec un archet de violon. Et là, on se rend compte que tout à coup, le sable se structure pour former des formes géométriques. Alors, j'explique tout ça dans ce chapitre pour faire prendre conscience au lecteur que, en fin de compte, la matière, elle n'est pas ce qu'on imagine. La matière, elle n'est pas là pour être accumulée. On n'est pas là pour devenir milliardaire et garder cet argent un peu comme Picsou qui nage dans son tas d'or. On est là pour l'utiliser et l'utiliser de la meilleure manière possible, puisque par les exercices par ce professeur japonais, on se rend compte que si on insulte la matière répond en conséquence. Et quand on sait qu'on est constitué à 80% d'eau, en moyenne, imaginez que lorsque quelqu'un vient vous insulter, quels dégâts on peut produire dans les cellules humaines. C'est énorme. Et là, on peut partir sur le cancer. Combien de personnes qui ont vécu des choses très dures, la mort d'un conjoint par exemple, ça c'est des choses que j'ai rencontrées moi dans ma vie tous les jours,
on a un monsieur qui décède, la dame perd son conjoint, elle meurt d'un cancer l'année suivante. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Eh ben, c'est la matière qui répond à la conscience. Vous connaissez les travaux du docteur Hammer? Le docteur Hammer? Non. Ah, c'est très précis, non. Ça va très très loin, surtout sur le cancer, entre autres. OK. Alors, on a aussi chez nous en France, on avait l'ingénieur Laskowski qui avait travaillé à la pièce salpêtrière, qui réussissait à guérir les cancers parce qu'il avait compris que le cancer était lié à une problématique vibratoire. Et il a réussi à guérir tellement de cancers qu'il s'est retrouvé écrasé sur la route et on n'a jamais retrouvé la personne qui l'avait écrasé. Et puis son matériel a disparu et puis voilà, il a disparu comme Tesla. Il a disparu avec ses découvertes. Voilà, donc le but de ce deuxième chapitre, c'est d'expliquer que la matière est en lien avec la conscience. Donc je parle de la conscience dans un premier chapitre, deuxième chapitre, je parle de la matière, et ensuite je rebondis dans un troisième chapitre sur la prise de conscience de notre potentiel psychique. Et ça, j'en parle parce que j'ai eu l'occasion, par mes expérimentations et par mes enquêtes de terrain, de me rendre compte que les personnes qui avaient des problèmes d'antise, des problèmes de phénomènes inexpliqués, étaient des gens, en fin de compte, qui généraient ces phénomènes. Et la matière répond à cet élan du témoin, de l'observateur, en fait. Elle y répond. Et ça, donc, je donne énormément de détails dans ce troisième chapitre où j'explique tout ce que j'ai pu rencontrer. Votre micro fait encore du bruit, oui. Okay. Ouais, je l'ai rebougé. Okay. Donc voilà, donc c'est une manière aussi par l'expérimentation, par mon vécu sur le terrain, de venir associer matière et conscience pour expliquer une partie seulement des phénomènes inexpliqués. C'est cette partie psy que vous appelez des phénomènes psy? Oui. Okay. Phénomène psychique. Alors l'exemple que je donnais tout à l'heure, je l'ai très peu développé et je vais pouvoir le développer maintenant. C'est un Combien il reste de temps, Geneviève, pour l'heure? 9 minutes. Il reste 9 minutes pour l'heure du Vidéorandia numéro 34. On va se retrouver après, encore, et mon public est informé, là, où on va faire ce qu'on appelle pour le club créé, ensemble. D'accord. Parce que là, ce qu'on fait, c'est un tour d'horizon rapide de votre livre. D'accord. Puis après, on rentre dans le cœur de certains propos que vous avez tenus jusqu'à date. D'accord, ça marche. Ça marche. Donc, on va se revoir, hein, oui. Parce que je lirai votre livre et après, je vous recontacte. Ça peut être dans un mois. Ou, Oui, je pense que c'est nécessaire pour mieux rebondir aussi, pour ne pas hésiter. Oui. Oui, tout à fait. Alors, allez-y donc. Dans votre troisième chapitre, dans le troisième chapitre, donc je donne effectivement ces exemples vécus, que ce soit par les témoins qu'on l'on a rencontrés dans le cadre de notre association d'enquêteurs, et puis je donne aussi des exemples personnels où j'ai pu effectivement expérimenter mon potentiel psychique et me rendre compte de la réalité de ces phénomènes et du fait que j'en étais bien l'initiateur. Sur le chapitre suivant, le chapitre 4, là j'exprime mon point de vue sur ce que j'appelle le facteur exogène. C'est-à-dire que effectivement, une fois qu'on a enlevé 85 à 90% des phénomènes inexpliqués et qu'on les a relégués au rang de création psychique personnelle, en fin de compte, il nous reste quand même une partie de phénomènes qui sont bien exogènes à l'observateur. Donc là, effectivement, on a eu l'occasion de traiter des enquêtes de terrain. D'origine étrangère. Étrangère, voilà. De l'extérieur. Voilà, exogène, donc étrangère à la conscience humaine, à ce qu'est l'homme. Voilà. Et là, donc j'ai pu expérimenter, enfin j'ai pu enquêter sur des sujets de terrain avec des gens qui avaient vu des phénomènes, qui s'étaient retrouvés même sous un ovni à moins de 30 mètres d'altitude. Le témoin a été en dessous pour voir ce qui se passait. Moi perso, je l'aurais pas fait parce que quand on est un petit peu ufologue, on sait que certaines personnes se sont trouvées brûlées. Hein. Il y a des phénomènes électromagnétiques qui s'y passent. Pour lui, il a eu de la chance. Il s'est rien passé, mais il a pu se rendre compte effectivement de la notion de temps manquant. C'est-à-dire que quand ils sont repartis chez eux, il leur manquait 45 minutes, quoi. Donc voilà. Donc ça, ce sont tous ces phénomènes-là que j'explique. Et puis
une expérience expérimentale de mon côté, puisque j'ai eu un contact personnel, effectivement, de manière indirecte, enfin directe et indirecte, avec ce que j'appelle le facteur exogène, qui est à l'initiative en partie de mon livre. C'est-à-dire que si j'avais pas eu ce contact-là, je n'aurais sûrement pas fait ce livre. Est-ce qu'il s'est présenté à vous sous la forme de ovni, Non, extraterrestre? non. En fin de compte, c'était par l'intermédiaire d'un ami qui était médium, mais à la fois médium et radiesthésiste, Oui. qui ignorait complètement les sujets sur lesquels je travaillais. Et la manifestation au travers de ce médium m'a communiqué des informations sur mon sujet. Et m'a indiqué aussi qu'il répondait à une communication que j'avais tentée à l'époque, quand j'avais 20 ans, j'avais tenté une communication parce que je me doutais de la présence d'un facteur exogène qui gérait un petit peu les affaires terrestres, et j'avais naïvement tenté de communiquer, et j'avais eu un retour. J'avais eu un retour incroyable. C'est-à-dire que sur mon téléphone portable, j'avais eu une image qui faisait pas partie de mon téléphone, qui était apparue après coup, une fois que j'avais eu le message psychique que j'avais eu en retour, qui m'avait dit: trop petit, nous reviendrons. Et dans le message du médium 20 ans après, donc c'est en 2003 que j'avais tenté ma communication, et j'ai eu un retour de la bouche de quelqu'un en 2017, où la personne en transe me dit, ou du moins la voix du facteur exogène me dit: nous revenons maintenant, tu avais tenté ta communication avec nous, ben là on va te donner la suite. Donc ça c'était assez surprenant. Voilà, donc j'en parle dans le chapitre sur le facteur exogène, puisque pour moi c'est aussi un cas concret. Donc 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Pour ça que tantôt, je vous disais, dans 20 ans, dans le futur, vous écririez votre livre différemment de ce que vous avez écrit maintenant. Sûrement. Parce que et oui, vous le vivez par cycle de 20 ans. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, il m'a donné de l'information sur le chapitre 5, qui est un chapitre sur lequel je tente d'expliquer que les phénomènes inexpliqués, qu'ils soient d'ordre psychique personnel ou qu'ils soient exogènes, utilisent un maillage énergétique qui c'est une espèce de grille, en fait, qui maille l'intégralité de la planète, qui est en fait issue du mouvement de notre astre, en relation avec les échanges énergétiques avec le Soleil, ce qu'on appelle en occultisme le logos solaire et le logos planétaire. Et ce facteur exogène m'a donné une piste pour que je puisse reconstituer le maillage sur mon secteur. C'est-à-dire que dans mon livre, je mets les cartes avec le maillage que j'ai redécouvert, sur lequel je repositionne l'intégralité des cathédrales gothiques, les mégalithes du nord de la France, mes apparitions d'ovnis que j'avais étudiées pendant notre enquête sur le GPI, les apparitions mariales, les apparitions archangéliques, michaéliques notamment. Voilà, donc j'arrive effectivement à recouper tout ça dans ce 5e chapitre. Et j'en viens aussi à l'explication effectivement que Jules Verne était forcément au courant, puisqu'il se trouve sur une des méridiennes principales. Sa maison à Amiens se trouve non loin de la cathédrale, sur la méridienne en question, donc il le savait très bien. Et je parle aussi effectivement de la bagarre occulte qu'il y a eu entre Nicolas Fouquet et Louis XIV pour ce savoir-là, puisque c'était aussi une vraie bagarre de la maîtrise de ses énergies, puisque qui maîtrise ses énergies maîtrise son peuple. Voilà. Donc 5e chapitre, et mon 6e chapitre où j'arrive à faire la synthèse, à expliquer que en focalisant sur les apparitions de la Vierge et les apparitions de l'archange Saint-Michel, où j'explique qui ils sont. Voilà, j'essaye d'amener une théorie. Je dis pas que j'ai la vérité, mais je dis que lorsque je creuse et que je retrouve ce message marial au travers des déesses qui sont Ishtar chez les Sumériens, Isis chez les Égyptiens, Artémis chez les Grecs, on parle toujours de cette déesse blanche et lumineuse, immaculée. Et on se rend compte qu'elle existe depuis bien plus longtemps que le christianisme, qu'elle apparaît pour demander effectivement que des temples lui soient construits sur ces nœuds du maillage. C'est de l'acupuncture planétaire en quelque sorte. Et que l'archange Saint-Michel fait de même, mais lui il le fait légèrement différemment sur les 100 méridiennes que j'ai fait apparaître planétaires. Il y a 100 méridiennes principales qui partent du pôle nord vers le pôle sud. C'est l'énergie du logos solaire qui est en fait déployée chez nous pour nous insuffler ce qu'on appelle le prana et le manas. Ça c'est de l'occultisme.
Et cet archange Saint-Michel en fait est apparu depuis bien longtemps. Les premières fois qu'on peut retrouver ces apparitions, c'est à l'époque sumérienne avec le dieu Shashmash, si je me trompe pas, qui est le dieu de la montagne sacrée qui réimpulse la civilisation. Et ben Saint-Michel, il a refait pareil sur le mont Saint-Michel, il a refait pareil sur le Monte Gargano, il a redemandé des temples en son honneur, et il faut savoir que ces temples-là sont sur ce maillage et que mathématiquement j'ai retrouvé ces points, ces lignes, et que le mont Saint-Hilaire est sur l'une de ces 100 lignes. Voilà. C'était le petit cadeau. Je n'osais pas vous le dire, mais je suis surpris de vous entendre le dire comme ça, alors que vous êtes en France et vous n'êtes jamais venu encore au Québec. Non. Mais en fait, dans mes recherches, j'ai creusé, j'ai essayé de rechercher tous les sites où on avait des hotspots d'ovnis ou d'apparitions miraculeuses. Parce que j'ai conscience que pour moi, il est un fait que les ovnis sont en grande partie, et je vais faire des déçus aujourd'hui, mais ce n'est que ma théorie personnelle, les ovnis sont essentiellement des phénomènes naturels liés au fonctionnement de notre logos solaire et de notre logos planétaire. Pour faire plus simple, ça fait partie de l'écosystème ésotérique de la planète. Voilà, donc une majorité des phénomènes ovnis sont en fait liés à des entités qui sont partie prenante de l'équilibre planétaire, en grande partie, très très grande partie. Que ce soit les petits gris qui sont en fin de compte des devas, des formes, des intelligences de la nature, enfin ce qu'on appelait les fées, les corrigans et autres au Moyen Âge sont les extraterrestres. Les élémentaux, iriez-vous jusqu'à dire? Ce sont des élémentaux. Alors les élémentaux sont la partie moins évoluée des devas. Les devas ont acquis déjà une conscience supérieure. Oui. Voilà, mais effectivement, tous les mécanismes de la nature basique sont réalisés par les petites mains. Les petites mains, ce sont les élémentaux, ce qu'on met derrière les gnomes et autres phénomènes féeriques, les fées, les elfes, c'est ça. Oui. Et puis derrière, on a ensuite des entités plus intelligentes qui ont passé ces stades en fin de compte, qui évoluent comme nous, mais dans le monde, dans ce qu'on appelle la partie éthérique de notre monde, éthérique, astral et mental, et qui eux réalisent ce travail d'arrière-plan. Et ce travail d'arrière-plan, quand on regarde les apparitions mariales et les apparitions archangéliques, on se rend compte qu'en fin de compte, ce sont tous ces êtres sont en fait des techniciens. Ce sont des techniciens, ils sont là pour faire vivre un système. Et nous aujourd'hui, en tant qu'humains, on ramène tout à nous. On est égocentrique, mais en fin de compte, on fait partie de ce système et quelquefois on interprète mal encore ce que sont ces phénomènes. Et c'est là que la cohérence, qu'on réussit à trouver une cohérence dans tous ces phénomènes. Est-ce qu'on a fait le tour de votre livre? Parce que l'émission... Oui, globalement, oui. Alors, on ne peut pas se laisser sans revenir encore sur le phénomène qui préoccupe le monde entier, les virus. Est-ce qu'ils seraient des produits artificiels dans le laboratoire ou est-ce qu'ils seraient aussi, puisqu'on sait que des requins peuvent avoir des virus lorsqu'ils deviennent trop nombreux et agressifs, etc., et puis ils attrapent une maladie. Seulement eux. Les requins, il y a des requins qui disparaissent parce qu'ils sont attaqués par un virus. Et les virus vont souvent, ponctuellement, précisément, chirurgicalement parlant, attaquer tel ou tel. Et là, le danger, c'est l'humanité qui avait perdu le contrôle. Là, on ne savait plus où on s'en allait. La pollution à outrance, l'exploitation des ressources naturelles, la surpopulation, etc. Alors, il était temps que l'humanité reçoive une bonne baffe, et c'est ça, le virus. Mais est-ce que vous pensez que derrière la construction du virus, il y a des humains, ou il y aurait des élémentaux, ou il y aurait de la hiérarchie, différentes interventions exogènes, justement? Alors bon, moi je suis un petit chercheur indépendant. Je ne suis pas dans le secret des gouvernements ou dans le secret des dieux. Ce dont je suis certain d'une part, c'est que rien n'arrive par hasard et que si on devait vivre effectivement cette pandémie, c'est qu'il y avait une raison. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très malin
pour comprendre que effectivement c'est presque salutaire ce qui est en train d'arriver. On cherche à bousculer les consciences par tout un tas de phénomènes, par tout ce qui nous arrive. En fin de compte, tout ce qui nous arrive au niveau sur le plan physique est là pour nous faire évoluer au niveau de la conscience. Donc là, on a un mouvement mondial et c'est normal puisqu'on est arrivé à une humanité mondialisée. Hein. Preuve en est, je suis en train de discuter avec une personne d'un autre pays et on échange d'un autre continent et d'un autre continent. De l'autre côté de la grande étendue d'eau de l'Atlantique. Et pourtant, on se comprend bien sur ce qu'on est en train de vivre là tous ensemble. Absolument, avec les masques sur le nez, la distanciation physique. On le vit tous. Donc là, il y a une forme presque de communion dans la difficulté. Et je pense que déjà, ça, c'est quelque chose qui était prévu sur les plans primordiaux, parce que comme on apprend en spiritisme et aussi en occultisme, le monde physique n'est pas un monde qui est primordial. Le monde primordial, c'est celui qui est plus haut et qui a effectivement par vibration, par ralentissement vibratoire, nous a amené à ce monde physique. Donc je pense que dans ces hautes sphères-là, ces cycles-là sont prévus et c'était dans la logique de la nature. Après, donner une origine précise à ce qui est en train d'arriver, là après, je vais commencer à faire ce qu'on appelle en France, je sais pas si vous donnez aussi de la discussion de comptoir. De bar. Je suis pas à même de répondre sur l'origine précise. Effectivement, on peut avoir des doutes sur Wuhan, sur le laboratoire P4 de Wuhan. On peut avoir un doute là-dessus. Hein. Est-ce que c'est vraiment un marché aux animaux ou est-ce que c'est pas plutôt une fuite du laboratoire? Je ne sais pas. Ça, c'est un avis personnel. Quand on écoute certains spécialistes, on se rend compte que dans le génome j'espère que je dis pas de bêtises en parlant de génome, mais dans ce qui fait le cœur du virus, on retrouve des séquences ADN du virus du sida. Exactement. C'est ce qu'on a entendu. Oui. C'est ce qu'on a entendu. Donc et puis c'est pas n'importe qui l'a ressorti ça. Hein. Donc on peut se poser la question. Maintenant, le fait est que la population mondiale est énorme. On arrive à une saturation de tout ce que la planète est capable de supporter. Donc la nature a ses règles, la nature a ses lois. Et lorsque il y a trop de monde, hein, comme moi j'étais un peu aquariophile à un moment, si on met trop de poissons dans un aquarium, à un moment les maladies s'installent. Donc c'est une grande loi de l'univers, c'est une grande loi de la nature pour moi. Donc peu importe l'origine, de toute façon à un moment ça sera arrivé. On va terminer l'émission comme on l'a commencé, en parlant du petit bout de chou qu'on a vu tantôt, une petite fille qui est apparue à côté de toi. Dites-moi, à l'école, elle est trop jeune pour aller à l'école maintenant. Oui, elle va aller à l'école en septembre. Ah, bon. Alors, quelles sont les conditions en France? Parce que nous aussi, on a l'entrée scolaire et il y a un très grand débat ici au Québec. Vraiment, tout est très, très, très polarisé. D'abord, il y a ceux qui n'imaginent pas que c'est grave ce qui se passe sur le plan médical et d'autres qui paniquent presque devant le danger d'une mortalité, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et les enfants... alors là, il y a toutes sortes de règles qui sont tout croches. On ne sait pas qui conduit le bal, hein, dans l'opéra de Faust, là. Qui conduit le bal. Parce que chez nous ici, ils sont obligés d'avoir le masque. À partir de quel âge? À partir de la 4e année, donc ça veut dire à partir de 10 ans. 10, 11, d'accord. Bon. Oui, nous aussi, à partir de 11 ans. Bon, mais en dessous, ils ne sont pas obligés? Non, c'est à partir de 11 ans. Et j'ai un fils de 11 ans, donc effectivement, le masque, on lui fait porter maintenant, oui. Ouais. Alors, est-ce qu'on se rend compte, toi et moi, là, que le scénario est appliqué partout dans le monde, presque simultanément, et avec les mêmes règles? C'est pas déjà étonnant de voir qu'il y a c'est peut-être normal, étant donné que c'est la même menace partout dans le monde, qu'on arrive aux mêmes conclusions. Mais il y en a une chose que moi j'ai de la misère à avaler, là, c'est l'hydroxychloroquine que Raoul, de chez vous en France, et il est arrivé à des conclusions. Là. Ça fait déjà quelques heures qu'il a publié les conclusions qu'en effet, l'hydroxychloroquine est très efficace, surtout pris d'abord au début. Pas quand tu es rendu intubé et tout ça, il est trop tard. C'est terminé, c'est plus un peu d'effet. Mais pourquoi
Ils l'ont retiré du marché alors que c'était en vente libre dans les pharmacies. Et pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas ça? Actuellement, on retourne dans les écoles, on retourne, nous on appelle ça le secondaire, le collégial, le préuniversitaire, l'universitaire. Non, c'est le masque, c'est le masque. La distanciation et le masque. Alors que si on avait de l'hydroxychloroquine, qui est facile à fabriquer, qui ne coûte pas cher et qui donne des résultats, d'ailleurs Raoul l'a déclaré dans sa dernière présentation, les conclusions de son expérience. Il a traité à Marseille et il y a 0,4 décès de toute la clientèle qu'il a traitée. 0,4. Il dit, s'il avait fallu appliquer mon traitement avec l'hydroxychloroquine d'abord à toute la France, ce serait au-delà de 10 000 personnes qui ne seraient pas décédées. Alors là, soyons honnêtes, il y a quelqu'un quelque part qui conduit le bal, qui n'aime pas l'humanité. Alors moi, à mon niveau, au niveau France, moi ce que je peux en dire en tant que Français moyen, ayant un petit peu suivi les informations et puis connaissant papa. Un petit peu moi. Et étant papa. Ça, c'est un diplôme, ça, d'être papa. C'est important. Oui. Il y en a qui n'en ont pas d'enfants. Et eux n'ont pas la même mentalité, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais connaissant mon système français aussi, je sais pas du côté Québec, mais on a des lobbies pharmaceutiques très très puissants. Moi, j'ai un frère qui est médecin urgentiste dans la région, et j'écoutais un petit peu lorsqu'il était étudiant et quand il commençait à travailler à l'hôpital. Ils sont arrosés de soirées, de colloques payés par ces boîtes pharmaceutiques qui les entourent. Ils sont entourés par ces gens-là, par ce monde de l'argent, et on fait du business. La chloroquine, ça coûte rien du tout. Ça coûte rien à produire. C'est tellement mieux de fabriquer un vaccin très cher et ensuite de le faire payer par l'État ou par les contribuables et autres. Je pense que déjà il y a ce blocage à ce niveau-là. La question, est-ce que vos enfants vont porter le masque? Ils n'ont pas le choix? Oui, ils ont le choix. Avez-vous le choix ou vous n'avez pas le choix? Et si vous n'avez pas le choix, votre enfant, est-ce que vous le laissez aller à l'école pour porter le masque alors qu'on sait que c'est absolument... C'est la façon dont on s'en sert du masque avec les doigts qui y touchent. Quand on l'enlève, on le bouge, on le bouscule, on le brasse. S'il y avait vraiment des virus accrochés après, on pourrait l'avaler. Alors, est-ce que vous le gardez chez vous à la maison, l'enfant, ou vous le laissez aller dans un endroit où il risque d'être pollué, si c'est si grave, sans aucun autre système de protection, alors qu'on sait, preuve à l'appui, de manière très scientifique, par le plus grand microbiologiste au monde, virologue, c'est le docteur Didier Raoul. Et alors, si on avait au moins ça à lui appliquer à l'enfant, qu'il puisse être protégé autrement que par juste un petit bout de papier ou de linge, là, c'est assez terrible. Et je me rends compte que vous aussi, vous êtes aussi piégé qu'ici. Mais bien sûr, nous de toute façon, on n'y a pas accès à la chloroquine. Hein. De toute façon, il faut aller voir un médecin, et de toute façon, les médecins ont leurs ordres, donc on est coincé à ce niveau-là. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est envoyer mon fils. Là, j'ai mon fils de 11 ans qui va partir donc nous au collège. Donc je sais pas comment je peux expliquer ça. Donc il a 11 ans, voilà, c'est le niveau ce que nous on appelle ici, le collège. Oui, c'est ça, au secondaire ici. Voilà. Est-ce qu'il est interne ou externe? Non, il serait externe. Le collège est juste à côté de chez nous, mais on n'a pas mieux que le masque et lui expliquer effectivement de ne pas le toucher et puis d'en changer régulièrement. Mais c'est un enfant de 11 ans. C'est un enfant de 11 ans. Quand je vois déjà les adultes qui se triturent le masque, et je suis le premier quelquefois à le faire parce que je le remets en place, on est coincé à ce niveau-là. Sur mon fils. Oui. Après, sur les plus petits, on va les amener dans des écoles sans masque, avec des institutrices qui vont faire ce qu'elles peuvent parce qu'elles-mêmes sont coincées. J'en sais quelque chose puisque ma femme est institutrice, donc elle a des ordres. On demande aux institutrices d'aller laver les mains aux enfants 5 fois par jour, et quand on a 25 enfants et que l'après-midi la dame qui vient assister l'institutrice n'est pas là parce qu'elle doit elle est employée autre part dans la commune. Ouais.
Et ben, ma femme me dit, je pourrais laver que 3 fois les mains et pas 5. Je peux pas. Je peux pas, j'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Oui, mais regarde, c'est simple, hein, qu'elle prenne un petit bassin, qu'elle mette du savon à vaisselle dans ça, dans de l'eau tiède, qu'elle brasse, le savon à vaisselle se répand, et que les enfants, au lieu d'être obligés d'aller à un robinet puis se laver, se trempent les mains dans l'eau savonneuse, et on a découvert qu'il y a 2 couches lipidiques autour du coronavirus, 2 couches de gras. Et dès qu'il y a du savon à vaisselle, les virus éclatent. Ça vient de finir. D'accord. Et c'est très simple, mais les laisser, et évidemment, là, c'est sûr que c'est trempé complètement dans l'eau. Alors, il n'y a pas de risque d'oublier entre les doigts, puis etc., puis forcer l'huile. C'est simple, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui est... En tout cas, écoute, on va se revoir ces conseils-là, on les a pas, hein, on les a pas. Nous, on a eu le scandale au mois de mars, où pendant 3 semaines, le gouvernement nous a expliqué qu'il ne fallait pas porter de masque. Il fallait laisser les masques pour les hôpitaux parce que ça servait à rien. Ça ne servait à rien. On a les mêmes contradictions ici, les mêmes scénarios, je te jure. On est vraiment piégés. Et là, moi, je me rends compte de plus en plus qu'il y a un piège. Parce que si on nous interdit ou on n'a plus accès à l'hydroxychloroquine, c'est clair qu'il y a quelque part qui ne veut pas qu'on s'en sorte de cette façon-là. Alors là, on va payer cher et on va payer en vie humaine parce qu'on nous prétend qu'on entre dans une deuxième vague. Chez vous, ça même chose? Oui, avec les vacances scolaires, nous, la population qui a été touchée, c'était essentiellement l'Est et le Nord de la France. Il s'avère que l'été, les gens de l'Est et du Nord de la France partent sur les côtes Ouest ou sur le Sud pour chercher le soleil. Donc là, on a eu le brassage. Le brassage a été fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah là là. Ah, écoutez, on va se quitter maintenant pour rester sur l'allure ésotérique entre nous. Très bien. C'est quoi que la médecine aujourd'hui est très ésotérique parce que l'expression même d'ésotérisme, c'est ce qui ne s'enseigne qu'à des initiés et entre initiés. Alors, il y en a qui connaissent le secret. C'est tout le pas qu'on devra faire pour le jour où la médecine arrivera à comprendre que tous les maux sont issus de la partie subtile du corps. Hein, on aura fait, on soignera plus les effets, mais on soignera les causes. Et ça, voilà, c'est ce qu'il va falloir creuser maintenant, et c'est le but un peu je pense, de tout chercheur dans l'inexpliqué, c'est aussi de faire ressortir ça. Ça peut apporter à l'humanité aussi. Oui, et de France, je recevais ici le magazine Nexus, qui n'arrive plus maintenant. Je ne sais pas s'il a continué à produire en France, mais ici, on n'a plus de Nexus. Et ils ont eu des soucis, Nexus France. Hein. Ouais. Et c'est un magazine que je recommandais à mon public, sans aucun retour d'argent, juste pour dire aux gens, allez, et c'est un magazine qui n'a aucune publicité à l'intérieur, sauf une auto-publicité en disant des numéros sont, etc., disponibles, mais c'est tout. Alors, que petit monde. Et je vais vous demander tantôt, quand on va enregistrer dans quelques minutes pour le Club Créé, mais est-ce que vous n'avez pas posé des questions dans ce sens-là avec vos fantômes, les esprits, ou avoir eu des réflexions éclairantes pour savoir comment se situer? Y a-t-il des êtres extraterrestres, fantomatiques, ou des entités élémentales, ou autrement, ou des intuitions? Votre guide, il est là pour votre bien. Il va vous inspirer. Bien sûr. Il va vous inspirer. Alors, on va se parler de ça. Je pense qu'on a des choses à se dire. C'est très important qu'on puisse rejoindre un public qui ne raillera pas ce qui va être abordé dans le Club Créé, comme c'est maintenant le cas depuis plusieurs années qu'on a le Club Créé, pour justement passer à un autre niveau, pour des gens qui sont complètement ouverts à ce sujet-là. Je vous remercie beaucoup. Bragy, c'est votre nom? Oui, et merci à vous, oui, c'est ça. Merci à vous, Richard. C'est un au revoir. Merci. Alors, Geneviève va lancer le générique. Tout va bien.
Nous venons de voir et d'entendre le Vidéorandia de la semaine du samedi 22 août 2020, le numéro 34 pour la 34e semaine de l'année. Directement de Mont-Saint-Hilaire, la conception, animation et montage Richard Glenn. Notre invité, M. Braji Belovac, auteur ésotériste, dont le livre s'intitule La calèche sur le chemin. Ne manquez pas dans le Club Créé, salle 2009 du mois de septembre pour les abonnés au Club Créé, que je remercie puisque c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à nous permettre de faire cette diffusion gratuite tous les samedis soirs. Ne manquez pas de lire le complément Surprenant de Gilles Surprenant et la version audio MP3 par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la supervision technique Emmanuel Stéphane et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la réalisation Geneviève Spiral. Voici maintenant quelques suggestions en rapport avec le contenu de ce vidéo qu'on vient de voir et d'entendre. Au plaisir et à bientôt.